Sans stratégie, on n'exécute pas grand-chose, mais sans exécution, toute stratégie est futile. Bienvenue à cette quatrième capsule en pandémie et sans quoi faire de Gazelle à l'échelle. Quand tu vois Usain Bolt courir son 10 mètres en 9 secondes 78, là, ça a tellement l'air facile. Mais je te dirais que plus quelqu'un fait quelque chose qui a l'air facile, plus il y a du travail en arrière. Il y a à peu près 150 000 personnes dans le monde qui peuvent courir le 100 mètres en 10 secondes 15. 10 secondes 15 fractions de seconde. Il y a moins de 10 personnes dans le monde, on passe de 150 000 à 10, qui peuvent le courir en 10 secondes. 15 fractions de seconde, ça élimine toute la compétition. Je te parlais tout à l'heure du plus, de l'extra détail. Ben, dans l'exécution d'un projet, il y a aussi ça. Il existe véritablement trois types d'entrepreneurs. Il y a d'abord les inventeurs, celles et ceux qui inventent des choses pour leurs propres besoins souvent et qui peuvent être par la suite commercialisés. Et il y a ensuite ceux qui aiment bien démarrer des entreprises ou démarrer des projets. Le genre de personnes chez qui une initiative n'attend pas l'autre. Et finalement, il y a le troisième type d'entrepreneur, celui qui aime bien faire grandir les organisations. À moins que vous n'apparteniez au troisième type d'entrepreneur, l'exécution n'est probablement pas votre tasse de thé. Parce que la principale job en matière d'exécution est de faire en sorte que votre priorité d'aujourd'hui demeure votre priorité d'aujourd'hui. Ce qui implique de constamment enfoncer et taper sur le même clou. And Julie was a president. I decided not to be a president for this business, and it was a very good choice because I'm an intense guy and I change decisions often, right? So I can be hard to deal with. You know, for employees, I'm a bit too spontaneous sometimes, right? So, and I want to change everything all the time. So that's not the ideal boss that you want to have if you want to have a stable job. Alors, si vous êtes du genre à avoir une idée par jour, écoutez bien cette capsule où on vous proposera trois mécanismes, trois méthodes vous permettant de mieux vous focaliser et de garder le cap à moyen terme. On parlera de la nécessité d'établir des priorités, on parlera également d'information et de données, pour terminer sur un concept bien pratico-pratique de la gestion des meetings. Commençons d'abord par la notion de priorité. On l'a déjà abordé dans une capsule précédente, l'importance d'avoir un nombre limité de chats à fouetter, un nombre limité de priorités, idéalement se limitant au nombre de 1. Il y a des raisons très psychologiques, très neuropsychologiques même, à l'importance de limiter ce nombre de priorités. En fait, la recherche le démontre assez bien. Plus on a de lièvres à chasser à la fois, plus grand est le risque de n'en attraper aucun. Et non, selon la recherche, les femmes ne sont pas meilleures que les hommes à gérer plusieurs priorités. Elles ne seraient pas meilleures, en fait, au multitasking que les hommes. Un autre mythe de déboulonner. Ce pouvoir du 1 doit se répercuter à chaque étage de l'exécution de la stratégie. C'est ainsi que vous devriez avoir d'abord un why, c'est-à-dire une idée principale qui drive la business, complétée par un objectif audacieux, un big, hairy, audacious goal qui est votre vision pour les 10 à 25 prochaines années, une promesse de marque claire, une stratégie qui sous-tend cette promesse de marque, un KPI majeur qui est celui qui pilotera votre croissance. Et tout ça doit être aiguillé chaque semaine, chaque trimestre, chaque année par un objectif clair, net et précis qui deviendra votre priorité. Forward-looking 5 ans, c'est hyper important. C'est surtout important pour faire le reverse engineering de ce que tu as besoin comme ressources. Puis qu'est-ce que ton organisation va avoir l'air dans 5 ans? Évidemment, fort probablement que dans 5 ans, ton organisation, si tu prends le papier que tu viens de faire, puis que dans 5 ans, tu le compares, ça ne sera pas pareil. Ce bout-là, il n'est pas important. C'est que ton objectif de 5 ans est clair. Tu sais qu'est-ce que ton organisation devrait avoir l'air dans 5 ans. Puis là, tu scales back à qu'est-ce que tu es aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu veux être l'année prochaine. Fait que là, ça permet vraiment très concrètement de savoir combien tu as d'embauches à faire dans tel ou tel ou tel département. Ça permet à tes VP et tes directeurs de savoir qu'ils doivent engager
quand ils vont atteindre un certain moment tel ou tel genre de ressources. Ça permet à tes HR de déjà commencer à accumuler des CV puis préparer les rôles, ces choses-là. Ça te permet aussi de budgéter correctement. Ça te permet de savoir comment de laptops tu vas acheter cette année, comment de nouvelles chaises, comment de nouveaux bureaux, comment de bouffe, s'il faut que tu agrandisses ton bureau ou pas, ou dans combien de temps. Ça va gérer la longueur de ton bail. Il y a plein de dérivés qui font en sorte que cette capacité-là de faire 5 ans puis de revenir à aujourd'hui pour l'objectif de l'année prochaine, là, c'est incroyablement fondamental d'être capable de scaler. Fait que ça, là, il n'y a aucune question. Il faut absolument que ça soit fait. Puis le niveau de granularité pour l'année qui s'en vient, là, c'est très, très granulaire. Je te dis, c'est au nombre de laptops, au nombre de ressources, c'est extrêmement granulaire. Puis, dans notre cas, à nous, le budget annuel, puis par corps, était tout découpé jusqu'au niveau directeur, puis il était fourni à tout le monde. Il y avait une transparence complète là-dessus. Puis là, évidemment, il y a un travail de fond avec le CFO à faire pour regrouper les bons éléments pour que, tu sais, parce qu'il y a quand même des chiffres que tu ne veux pas transmettre tant que ça. Mais tu sais, que ta compagnie sache la masse salariale, c'est pas grave. Là. Même à la limite, c'est quelque chose d'important. Tu sais. Fait que, ou la masse salariale par département, etc. Puis, à partir de là, on va découper des KPI. Puis de ces KPI-là, on va spécialement pour C-level, VP, directeur, ça va être en lien direct avec la compensation variable. Puis là, il faut que ça soit... C'est très, très important, là, parce qu'une fois qu'on associe la compensation variable aux KPI qui sont associés à notre forecast 1 an qu'on vient de parler, là, basé sur le reverse engineering de ton plan 5 ans, there's no turning back. Le monde va embarquer là-dessus, puis ça va être très dur. Fait que là, on est rendu dans un contexte, on est en scale-up, on vend, on déploie. Puis ça, je pense que c'est un élément qui est important à faire comprendre à ton équipe, mais aussi à tes actionnaires et tes investisseurs. C'est qu'à partir du moment où tu as atteint ce niveau de sophistication-là, tu es dans un navire. Tu n'es pas nécessairement agile, nécessairement. Puis tourner le bateau ou pivoter le bateau, ça peut prendre 1 an. Ça, c'est important à comprendre. Puis, parce que ce que ça veut dire, c'est que quand tu es rendu à ce niveau de maturité-là, tu as tellement bien délégué, structuré tes processus, expliqué aux gens, surtout les gens avec beaucoup d'ambition, là, livre-moi ça cette année, puis l'année prochaine, il va se passer tel truc. Si tu es fait changer en milieu de processus, là, tu vas irriter, irriter leur confiance en toi. Ça va diminuer leur confiance en l'organisation, ta capacité de planifier. Il y a plein de ripple effects, là, si on veut, qui vont se gérer. Puis à partir de là, tu crées du churn, tu as moins de performance, les gens ambitieux, ils sont moins ambitieux. Il y a plein d'affaires la chaîne, elle débarque. Fait que, puis ça, honnêtement, je peux pas mettre plus d'emphase là-dessus. Là. C'est à partir du moment où tu es en scale, c'est hyper important de garder ton board puis tes actionnaires au courant de cette chose-là parce que souvent, il y a des gens, ils vont avoir du mécontentement par rapport, mettons, au rendement de 1/4. Mais c'est pas le temps de changer de plan. Là. Il faut continuer, puis trouver, puis optimiser. Puis, je ne veux pas dire que le plan ne peut pas évoluer ou changer, mais il s'optimise, puis on va le changer peut-être l'année prochaine, mais on ne peut pas le faire tant que ça en cours de route. Fait que d'où vient l'importance de faire cet exercice-là avec beaucoup de précision, puis avec beaucoup méticuleusement. Cette priorité, cette espèce de KPI ou nombre critique, doit être vue et compris par l'ensemble des troupes sur une base régulière, car tous les yeux doivent y être rivés sur une base quotidienne. Par exemple, si votre croissance doit passer par la conquête d'un marché étranger, prenons par exemple le Japon, eh bien peut-être que le nombre de leads qualifiés par année sera votre nombre critique, celui sur lequel vous ainsi que vos troupes devrez garder l'œil de manière quotidienne. Et l'idée du nombre critique est d'en faire un objectif. Mais un objectif au sens entrepreneurial du terme. Si par exemple dans une année normale, vous accumulez de l'ordre de 50 leads sur le territoire du Japon, eh bien ce sera votre baseline, votre objectif 0. Mais pour stimuler les troupes, l'idée est d'en faire un objectif audacieux. Par exemple, 150 leads au Japon pour la prochaine année. Avec un objectif intermédiaire qui serait par exemple de l'ordre de 100 leads récoltés au Japon. En psychologie, le fait d'avoir des niveaux comme ça implique un système d'ancrage cognitif.
Évidemment, les gens verront peut-être votre objectif élevé comme étant un peu trop audacieux, mais il ouvre la porte à leur capacité à livrer le deuxième objectif, qui est probablement en soi très audacieux. Et pour que ces objectifs demeurent saillants dans l'esprit de vos troupes, l'idée est d'en faire quelque chose de palpable, de visuel. Pour poursuivre dans l'exemple de la conquête du Japon, peut-être que l'exemple du film bien connu du Karate Kid pourrait être la thématique reprise. Et pour chacun de ces niveaux d'objectifs, une récompense devrait être identifiée. Une récompense qui est en lien avec une certaine thématique qui représente bien l'objectif en question, de sorte à ce que tout demeure palpable et saillant dans l'esprit des troupes. Par exemple, dans le contexte de la conquête du Japon, peut-être que l'atteinte de l'objectif de base serait un party au sushi et au saké dans le bureau ou dans le parking de l'entreprise, alors que l'atteinte de l'objectif intermédiaire appellerait plutôt un souper dans un restaurant japonais. Et si c'est l'objectif le plus audacieux qui devait être atteint, peut-être que la récompense pourrait être d'amener toutes les troupes au Japon, et pourquoi pas aller découvrir un onsen, histoire de bâtir le team building. Quoi qu'il en soit, cette idée d'ancrage cognitif autour d'un thème fera en sorte qu'il sera beaucoup plus facile pour vos troupes de penser, de visualiser cet objectif sur une base quotidienne dès leur entrée au bureau le matin. Et au-delà de la notion de récompense, déjà abordée dans une capsule précédente, la question du party revêt un sens particulièrement intéressant au sens des meilleures pratiques qu'on retrouve dans la littérature. L'idée est de faire en sorte qu'à la fin d'une période qui dicte l'atteinte ou non d'un objectif, qu'une fête ait lieu, soit parce qu'on a atteint l'objectif, ce qui permet de récompenser tout le monde, soit pour débriefer des raisons pour lesquelles on n'a pas atteint l'objectif. Dans les meilleures organisations, l'échec n'est pas un problème, tant et aussi longtemps qu'on est en mesure d'apprendre sur ces échecs. Being audacious and working on big, risky things makes people inherently uncomfortable. People resist. They worry, what will happen to me if I fail? Will people laugh at me? Will I be fired? I started with our secret. I'm going to leave you with how we actually make it happen. The only way to get people to work on big, risky things, audacious ideas, and have them run at all the hardest parts of the problem first is if you make that the path of least resistance for them. We work hard at X to make it safe to fail. Teams kill their ideas as soon as the evidence is on the table because they're rewarded for it. They get applause from their peers, hugs and high fives from their manager, me in particular. They get promoted for it. We have bonused every single person on teams that ended their projects, from teams as small as 2 to teams of more than 30. We believe in dreams at the Moonshot Factory. But enthusiastic skepticism is not the enemy of boundless optimism. It's optimism's perfect partner. It unlocks the potential in every idea. D'ailleurs, les organisations qui ne vivent jamais d'échecs sont un peu préoccupantes parce que ça signifie souvent qu'elles ne prennent pas suffisamment de risques. Donc, organiser des parties qui seront l'occasion d'apprendre sur ce qui fait en sorte que les objectifs ont été atteints ou pas, qui permettront de récompenser les troupes et qui permettront de créer une meilleure synergie au sein de vos équipes. Et le monitoring de l'exécution repose habituellement sur des KPI qui exigent l'accumulation de données ainsi que leur analyse. Et au-delà des KPI, ces données doivent également servir à effectuer des prédictions pour la suite des choses. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, qui n'est rien d'autre en fait qu'une manière automatisée de générer la prédiction à l'égard de certaines outcomes. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, vous trouverez dans cette capsule davantage d'informations sur la création de valeur à travers l'intelligence artificielle. Comme l'écrivait Peter Drucker, ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être géré, mais que ce soit dans le contexte de prédiction ou simplement dans la gestion de vos KPI, l'utilisation de données n'est pas sans danger. Évidemment, on le dit souvent, garbage in, garbage out, mais comme le disait Albert Einstein, tout ce qui compte n'est pas forcément mesurable, et tout ce qu'on mesure ne compte pas forcément non plus. Ce qui implique de faire les bons choix en matière de KPI et de faire les bons choix en matière de sources et d'utilisation de vos données. À commencer par le type de données que vous utilisez. Bien entendu, on parle souvent de données quantitatives, que ce soit des résultats de sondage, de Net Promoter Score, mais ces données quantifiées, objectives, dit-on,
cache souvent une réalité très qualitative des choses. Aussi, la meilleure pratique est donc d'aller compléter votre compréhension des données objectives dont vous disposez par des données un peu plus qualitatives. Si votre entreprise dispose d'un centre d'appel, par exemple, écoutez sur la ligne pendant quelques heures, histoire de bien comprendre quelles sont les préoccupations des clients. Et n'hésitez pas à descendre sur le terrain. D'ailleurs, plusieurs grandes organisations dans le domaine du commerce de détail ou de l'hospitalité notamment exigent que leurs principaux dirigeants passent plusieurs jours chaque trimestre sur le plancher des vaches, derrière le comptoir, à parler aux clients et à prendre le pouls de ce qui se passe dans l'organisation ainsi que sur le marché. On dit même qu'un bon CEO devrait désormais passer entre 50 et 80% de son temps à l'extérieur de son entreprise. Et petit truc, portez une attention spéciale à ce que l'on appelle souvent les outliers, ces fameux points de données statistiques qui ne sont pas expliqués ou qui sont hors tendance, car ces petits points cachent souvent des réalités bien intéressantes, puisque soit il s'agit de clients largement insatisfaits en avant de la tendance et qui sont représentatifs d'une vague à venir, soit ce sont des gens qui, par exemple, inventent des solutions pour leurs propres besoins et qui appellent constamment votre support à la clientèle afin de se faire aiguiller d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, ce sont des points extrêmement riches d'intérêt et de contenu potentiel. N'hésitez pas non plus à demander le feedback de vos employés, ce sont les premiers concernés par vos décisions. Mais en passant, ne le faites que si votre culture d'entreprise est compatible avec cette manière de faire, puisque la pire chose à faire est de demander l'avis de vos employés si vous ne comptez pas en tenir compte. Dans tous les cas, ces données que vous allez récolter serviront à illustrer votre atteinte de certains objectifs ou encore de monitorer certains KPI. Des concepts extrêmement importants, puisque si chaque organisation doit avoir en tête son nombre critique pour le trimestre en cours, il en va de même pour chaque employé qui devrait avoir un nombre de 1, 2 ou 3 objectifs clés à accomplir par semaine ou par trimestre, un d'entre eux étant extrêmement prioritaire, qui ne devrait jamais être négligé et pour lequel on ne devrait tolérer aucun compromis. C'est ce qui permettra d'ailleurs à vos employés, sur une base quotidienne, de savoir s'ils ont passé une bonne journée. Une chose très importante pour vos top performers, à savoir si ce qu'ils ont accompli durant la journée a contribué à l'atteinte d'objectifs et nourri des KPI dont ils sont potentiellement accountable. Mais au niveau technologique, notre façon de livrer la marchandise, c'est qu'on était sur un roadmap de release très rapide, aux 6 semaines, par exemple, aux 8 semaines. Fait que, tu sais, dans tes KPI, là, je veux dire, ça revient vite, s'il vous plaît, là, quand tu es toujours en train de livrer une version à tes clients qui sont live. C'est sûr que les joueurs, d'un point de vue technologique, ça, c'est mon frère qui s'occupait de cette portion-là, les joueurs qui traînent la patte sont identifiés très rapidement par leur pairs parce que c'est du développement en équipe. Tu as des équipes de toutes sortes de spécialités à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est sûr que ça revient vite, ça. Les joueurs qui, d'un point de vue technologique, qui ne suivent pas la cadence, bon, je veux dire, on est des gens qui se sont éjectés par eux-mêmes parce qu'il n'y avait pas de corrélation entre eux et la culture d'entreprise. Les KPI, se faire mesurer, etc., ça fait partie du nerf de la guerre parce qu'il n'y a pas 1000 façons à un moment donné, de voir si tu performes. Puis la raison pour laquelle tu le fais a beaucoup de sens. C'est pas une chasse aux sorcières. Ça fait partie des paramètres pour mesurer ton entreprise, savoir où tu es, savoir si tu as du succès, puis savoir ce qu'il faut que tu corriges. Alors... Les petits conseils, ces KPI devraient être ultra visibles. Si vous avez une salle commune, une cafétéria, une salle de repos à l'intérieur de votre organisation, installez-y un panneau quelconque, un indicateur qui permette à tout le monde de savoir où on en est dans l'atteinte d'un objectif ou d'un nombre critique. Mais panneau, indicateur ou pas, le meilleur véhicule de discussion des KPI et de l'atteinte d'objectifs demeurent les réunions, qui ont souvent de mauvaise presse dans la plupart des organisations. On entend souvent parler de réunionites, parce que, disons-le, les réunions sont souvent très mal gérées. Pourtant, les meetings devraient être perçus un peu comme le pouls de votre organisation. Et plus une organisation grandit rapidement, plus son pouls devrait être élevé. Lorsque vous faites du sport et que vous faites un effort physique, votre pouls augmente. Mais il en va de même pour une entreprise qui est en forte croissance, pour laquelle le pouls devrait être beaucoup plus élevé que dans une entreprise qui ne vit aucun chamboulement et dans laquelle petit train va loin. En gestion de crise, effectivement. Moi, je suis un CEO de gestion de crise, fait que je suis arrivé littéralement nommé par les investisseurs pour
mettre un plan de redressement là, en place. Là. Fait que littéralement, je suis arrivé quand on savait qu'il fallait fermer ou. Fait que moi, déjà, j'étais dans un contexte de gestion de crise, donc c'est un peu différent. Puis en gestion de crise, ben, tu rencontres ton équipe de gestion à tous les matins, une fois le matin, une fois le soir. Fait que tu es constamment en train de communiquer avec l'équipe, c'est sûr et certain. Fait que je pense que le contexte est un peu différent parce que c'est de mettre en place un plan de fermeture. Là. C'est de ça dont on parle dans un contexte comme Théo Taxi. On avait 600 employés, 700 employés, incluant les chauffeurs. Right? Fait que c'est complexe. On avait une flotte de 150-200 voitures, je ne m'en rappelle même pas, 150-200 voitures qu'il faut rapatrier. Une opération qui roule à peu près 24 heures sur 24. En hiver, où il fallait sécuriser évidemment la flotte de véhicules parce qu'elle était financée, fait qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir des dommages qui sont faits par excès de frustration, des gens qui ont perdu leur emploi. C'était assez complexe comme plan de fermeture à mettre en place. Il y a plusieurs raisons d'ailleurs qui expliquent cette nécessité d'avoir recours à plusieurs meetings. D'une part, le cerveau humain est fait pour fonctionner avec du storytelling. On aime bien entendre et se raconter des histoires, particulièrement des histoires qui ont trait à des objectifs qui ont été atteints ou encore à notre incapacité à atteindre certains d'entre eux et ce que l'on peut en apprendre par la suite. Mais plus encore, sachant qu'une entreprise est d'abord et avant tout une nébuleuse d'êtres humains, comme on en a discuté lors de la deuxième capsule, eh bien, l'étymologie même du mot compagnie, cum, avec panier, qui renvoie au concept de pain, de nourriture, c'est-à-dire des gens avec qui on partage quelque chose essentiellement, eh bien, font en sorte que l'aspect humain, l'aspect de collaboration au sein d'une organisation est extrêmement crucial. Or, rien n'est plus collaboratif qu'une rencontre entre les êtres humains, c'est-à-dire des meetings. Bien, je pense qu'il y a un défi qui est comme un genre de fil conducteur. Il y a un défi, finalement, il faut embarquer l'équipe. Okay? Pour grossir une entreprise, là, on ne fait rien tout seul. On peut penser qu'on est bien bon, là, mais c'est très, très limité. Et puis, rapidement, je pense qu'il faut trouver une façon de rallier les troupes. Alors, la partie, je pense, si je parle pour moi, là, j'ai tendance à traiter les gens de la façon dont j'aime me faire traiter. Donc, il faut que je comprenne ce que je suis en train de faire, puis il faut que je sois motivée. Je peux faire des grandes choses quand je suis motivée, quand j'y crois. Et pour moi, à l'intérieur de 8D, c'était de transmettre ça. Donc, que les gens développent un sentiment d'appartenance, c'était de leur parler des vraies choses, autant quand ça va bien, que quand ça va mal. Parce que 8D, on a eu des hauts très hauts et des bas très bas, et on a partagé dans la mesure où on pouvait partager avec l'équipe, mais on a partagé ces choses-là pour que les gens comprennent, puis que les gens se serrent les coudes, puis qu'on passe à travers les différentes crises. Donc, le fil conducteur, pour moi, c'est de garder ce canal de communication-là ouvert. Tu l'as dit tantôt au niveau de la vision, c'est bien d'avoir une vision, d'avoir une stratégie, mais il faut que ça soit communiqué. Il faut que les gens puissent participer à la stratégie, à l'élaboration, peu importe à quel niveau. Il faut la rendre concrète, cette stratégie-là, parce que, tu sais, des idées, une stratégie, c'est rien s'il n'y a pas le plan d'exécution béton qui va avec. Puis l'exécution, bien, c'est chacun des membres de l'équipe qui va faire partie de cet exercice-là. Donc, il faut qu'en quelque part, ces gens-là aient un sentiment très fort d'appartenance par rapport à la façon dont on bâtit l'entreprise, que ce soit leur fierté aussi. Mais en bout de piste, il y a un travail à tous les niveaux dans une organisation. Chaque organisation est différente, mais chez 8D, on n'était pas très hiérarchique. C'était vraiment un travail de collaboration et moi, personnellement, je me faisais vraiment un devoir de partager l'information. Puis on le faisait systématiquement en disant au trimestre, on réunissait tout le monde, puis c'était juste, on donnait des nouvelles de tous les champs d'activité de l'entreprise. Et comme 8D est une entreprise de technologie, je dirais que le 3/4 des gens sont des gens de technologie. Et j'y allais quand même d'explications sur le plan de match commercial, légal, financier. Puis je savais que
ça ne résonnait pas chez tout le monde. Mais je trouvais ça important de le faire pour qu'ils se sentent partie prenante, qu'ils posent des questions, puis il y en avait des questions. Ce qui fait que quand tu frappes des moments plus difficiles, les gens ont confiance. Les gens ont confiance, tu as établi la conversation, tu as établi le dialogue. Ce qui va difficilement arriver quand tu frappes des coups durs, si tu leur as jamais parlé, puis là, tout à coup, tu ouvres le robinet, puis les gens font « What? » Alors, pour nous, en temps de crise, ça a été plus facile, même s'il n'y a rien de facile, de garder notre monde, de les garder motivés, parce qu'ils le prenaient personnel. Tout le monde le prenait personnel. Et ça, je pense que quand on parle de pénurie de main-d'œuvre et ci et ça, de créer une cohésion, une bonne force de frappe, c'est un effet d'entraînement sur les autres, sur les gens qui rentrent. Pour moi, ça a été clé dans notre organisation. Ces réunions doivent évidemment être formalisées, mais il y a également beaucoup de valeur dans les réunions plus informelles qui peuvent avoir lieu. Tu sais, moi, il y a une phrase que j'aime tellement, dire encore une réunion qui aurait pu être un simple email. Là. La réunionnite, je fais de l'urticaire. Un des trucs que j'ai trouvé à l'époque, qui était de dire on n'a pas autorisé les dîners à manger devant son ordinateur. Chez Altitude, tout le monde prenait une heure de dîner ensemble. Et cette heure de dîner-là, elle fourmillait de questions, d'échanges. Les gens discutaient, les gens avaient des bons procédés, voulaient les partager. C'était sûr qu'il y avait des moments où on pouvait transférer la connaissance et le partage. D'ailleurs, on voit bien ces jours-ci l'importance pour les gens de se réunir, nous qui sommes confinés à cause de la pandémie de COVID-19 depuis plusieurs semaines. À l'heure où tout le monde utilise de plus en plus Zoom, Teams ou autres FaceTime afin de se réunir et compenser, pas exactement par contre pour la réalité d'une rencontre en face à face et en chair et en os, eh bien, la meilleure pratique qui émerge ces jours-ci consiste à faire en sorte de multiplier ces fameux meetings, de faire en sorte que malgré la distance, que la technologie ne peut pas enrayer à 100%, eh bien, que vos troupes se sentent quand même investies de la mission de votre entreprise et ne se sentent pas délaissées seules dans leur coin. Quand il y a des réunions, les gens sont très heureux d'y participer parce que l'alignement de la direction vers vers l'objectif qu'on veut atteindre, obtenir du feedback, être capable de partager son feedback, c'est très intéressant. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise, c'est que le télétravail nous force probablement à être plus concis. Et on va se donner au lieu de faire des meetings physiquement qu'on allait caler comme exécutif ou comité de direction qui allait durer 2 heures. Moi, je vois beaucoup maintenant dans les entreprises des 15 minutes quotidiennement. Parce que la distance aujourd'hui nous oblige à aligner et à comprendre ce que toutes les troupes font, à aligner les objectifs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va retenir. Donc, beaucoup plus de briefing rapide, quotidien, que de longs meetings hebdomadaires ou mensuels qui en finissent plus. Faut être très efficace dans la gestion des rencontres. Je pense que l'équipe de gestion doit se réunir dans ce contexte-là là, de forte croissance. Là, moi, je dirais au moins deux fois par semaine. Ça peut être sur une base quotidienne, 15 minutes à chaque jour. Ça dépend des gens, ça dépend des priorités, ça dépend du contexte, là, mais je pense au minimum 2 fois par semaine, c'est un requis. Je veux dire, prioriser une équipe de gestion qui se rencontre même 2 fois par semaine, pourrait passer 3 heures à parler de l'entreprise. Là, fait qu'il faut vraiment prioriser les sujets, les éléments pour discussion. Ça aussi, c'est un enjeu que j'ai vu souvent dans le passé. Là, des rencontres de travail qui sont trop longues ou l'agenda n'est pas prêt. Il n'y a pas eu d'agenda circulé, les gens ne sont pas arrivés préparés à la rencontre. Puis, il n'y a pas eu de priorisation dans les éléments. Là. Des rencontres de travail qui ont été décapitées par une personne qui amène un problème qui n'a pas lieu d'être discuté à ce moment-là, ou incluant un problème amené par le CEO qui flague des éléments qui sont pas importants, ou qui peuvent être discutés offline, ou littéralement, là, où tu passes 1h30 à parler d'une situation qui, ultimement, s'avère être un glitch technologique. Là, j'en ai vu des affaires. Fait qu'il faut vraiment prioriser les sujets de discussion, être préparé, être organisé. Puis...
Mais de manière pratico-pratique maintenant, on reconnaît dans les organisations 5 grands types de meetings. On a déjà parlé des retraites stratégiques annuelles et éventuellement trimestrielles, mais il existe 3 types de rencontres mensuelles, hebdomadaires et idéalement quotidiennes qui existent dans plusieurs organisations. On va regarder chacune d'elles en détail maintenant, à commencer par les rencontres quotidiennes. Ces rencontres qu'on appelle souvent des Scrum Meetings ont lieu habituellement au tout début de la journée. 15 minutes environ, pas plus, de telle sorte à faire en sorte de ne pas nuire au travail des gens, mais de faire en sorte également que tout le monde s'enligne pour la suite de la journée. L'idée dans ces meetings est de faire émerger 3 choses. D'abord, les bons coups de la veille, ainsi que ce qui va se passer dans la journée qui vient de débuter. Le monitoring des KPI, ainsi que l'atteinte actuelle des objectifs qui sont en cours, de même que à savoir si certaines personnes sont bloquées. Le tout assure une certaine coordination des troupes. En principe, chaque employé de première ligne devrait avoir un tel meeting par jour en commençant la journée, alors que les supérieurs hiérarchiques devraient en avoir 2, un avec leurs subalternes et un avec leurs équipes de travail et leurs pairs. Les petits conseils dans une société latine comme le Québec, où la ponctualité n'est pas exactement débordante, commencez ces meetings à une heure un peu random, du genre 8h38, tout simplement pour rendre la chose un petit peu plus saillante dans l'esprit des gens. Mais surtout, commencez à l'heure, peu importe le nombre de personnes arrivées et présentes. Les overachievers détestent qu'on leur fasse perdre leur temps et les dernières personnes que vous voulez démotiver sont ces overachievers. Pénalisez plutôt ceux qui ne sont pas capables d'arriver à l'heure. Et une fois par semaine, remplacez votre Scrum Meeting ou Daily Huddle, comme on l'appelle parfois, ce meeting court de 15 minutes, en meeting hebdomadaire, un peu plus long, 60 à 90 minutes, pas plus, de telle sorte à régler tout ce que vous n'avez pas eu l'occasion de régler au cours de vos meetings dans la semaine. Profitez-en pour rappeler à l'équipe l'objectif numéro 1 du trimestre à atteindre, ainsi que là où vous en êtes à l'égard de certains KPI, et planifiez 1 à 2 sujets dans lesquels vous allez faire un deep dive au cours de la rencontre. Un agenda type commencerait d'abord par 5 minutes de bonnes nouvelles, histoire de donner le ton, suivi par 10 minutes de rappel des priorités ainsi que du statut d'atteinte des objectifs en cours, complété peut-être par 10 minutes de feedback de la part des employés ou peut-être des clients, avant d'aborder durant les 30 à 60 minutes restantes les fameux 1 à 2 sujets d'importance pour lesquels vous voulez effectuer un deep dive. Il y avait aussi, à travers les réunions de la semaine, il y avait une réunion chaque semaine où on partageait 3 bons coups, 3 bonnes idées par semaine qui avaient été soulevées par les employés. OK, moi je le faisais de 2 façons. OK? Il y avait le meeting de C-Level qui était limité à 50 minutes par semaine, le lundi matin. Puis le vendredi soir, chaque C-Level envoyait, OK, processus bien simple, à cette heure, on peut le faire dans Slack, on peut le faire n'importe comment, mais le vendredi soir, soit par courriel ou par une autre méthode, vraiment simple. OK? Puis là, il y a 1000 façons de faire ça, mais moi, ce que je trouvais le plus efficace, c'est de garder de la simplicité, que la personne peut faire ça en commutant à sa maison, vite, vite, elle envoie à peu près où ce qu'elle est rendu dans sa semaine par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés le lundi. Ça n'a pas besoin d'être hyper spécifique, mais juste donner un feeling de où c'est qu'on est rendu. Puis le lundi, on revoit ça, puis on s'ajuste ça. Ça, c'était un meeting de C-Level, 50 minutes. J'ai vu des meetings de C-Level de 2, 3 heures, 4 heures. C'est parce que tu ne fais pas bien ton meeting, OK? C'est pas le but. Quand un sujet dure plus que 15 minutes, sors-les de ta rencontre puis établis un moment puis dans la semaine où vous allez adresser ce point-là. L'autre élément, puis ça, c'est qu'on faisait, puis ce truc-là est débattable parce qu'il y a du monde qui disent que les meetings, ça ne se fait pas à plus que tant de personnes. Je suis un peu d'accord avec ça, mais au niveau directeur EVP, le mardi matin, une fois que nous, on avait fait le lundi matin, puis que tout avait découlé, le mardi matin, c'était même pas tant discutable que ça, c'est qu'on assisait tout le monde dans une salle ou tout le monde dans un meeting sur Zoom ou whatever. Puis, chaque personne a à peu près 60 secondes, puis ils doivent juste dire leurs objectifs de la semaine, les communiquer verbalement aux autres. De temps en temps, ça va créer un conflit entre 2 personnes, puis ils vont le résoudre. La plupart du temps, il n'y a pas grand monde qui parle parce qu'il y a trop de monde dans la salle de toute façon. Tu fais juste communiquer tes objectifs de la semaine. Mais ce que ça permet de faire, par contre, c'est que ça vient aligner d'une certaine façon, mais ça vient surtout éviter des conflits ou du désalignement. Souvent, là, dans des meetings de même qui ne duraient pas si longtemps, ça durait à peu près 45 minutes, il y avait tout le temps quelqu'un quelque part qui demandait
Hey, Philippe, mettons, Philippe, tu peux-tu attendre avant de faire ça? J'aimerais faire telle chose, puis après ça, je vais te donner mon input, puis tu pourras faire telle autre chose, puis là, on va s'aligner là. C'est un détail, mais si les gens ne s'étaient pas parlé, ça ne serait pas arrivé, puis on aurait raté une occasion de s'optimiser. Fait que ça, très concrètement, on faisait ça comme ça, lundi, mardi. Au terme de ces meetings, vous ressortirez très certainement avec une liste de choses à faire. Mais les seules notes que vous devez véritablement prendre et avec lesquelles ressortir de ces fameux meetings sont une liste à savoir qui doit accomplir quoi et pour quand. Et communiquer cette liste à toutes les parties prenantes interpellées. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu es une start-up ou qu'il ne faut pas prendre ces choses-là au sérieux. Tu sais, une rencontre de ton comité ton comité exécutif, ça prend un agenda qui est envoyé 48 heures à l'avance, l'occasion, le temps raisonnable pour que les gens puissent se préparer, puis une priorisation des sujets absolument. Puis je dirais même à la limite des minutes qui sont préparées rapidement, en même temps que la réunion a lieu, quelqu'un qui prend les minutes puis qui les envoie, you good with that. Parce que ça te revient 2 ans plus tard. Ouais, mais on avait dit ça, tu avais dit ça toi-même, là, puis on avait dit que ça allait se passer comme ça, puis des conflits d'interprétation, là, bien souvent, il faut être organisé dans les communications puis dans les rencontres. Ce qui nous amène à la version mensuelle de ces meetings qui dureront cette fois de l'ordre d'une demi-journée à une journée complète, où à nouveau seront revisitées les priorités, de même que certains des problèmes qui ont émergé. L'idée, encore une fois ici, est de rinse and repeat, faire en sorte que les objectifs et les priorités soient à nouveau rappelés aux troupes, de telle sorte à ce qu'elles sachent où l'on en est, ce que l'on fait en recommuniquant d'abord la vision, la mission, le BHAG, ainsi que certaines valeurs clés de l'entreprise. Un certain update sur les cibles à être atteintes, ainsi qu'une présentation peut-être fonctionnelle sur certains des enjeux de l'entreprise. Et c'est l'occasion, encore une fois, de faire un autre deep dive sur 1 ou 2 enjeux importants, trop importants en fait pour être couverts lors des meetings hebdomadaires. Ce qui n'est pas facile dans le fait de bâtir une entreprise, c'est, tu sais, 100 fois sur le métier, il ne faut jamais lâcher. Il y a un travail de récurrence puis de résilience. Fait qu'une fois que tu commences à déployer ta stratégie, faut que tu mesures, faut que tu fasses des suivis, faut que tu mesures, faut que tu fasses des suivis, faut que tu corriges le tir, faut que tu recommences. C'est ce travail-là de plombier qui n'est pas facile, qui est demandant, mais qui est tellement important. Parce que pour réussir une croissance, il faut être très agile. Il faut s'adapter. Parce que quand tu pars, tu es tellement pris. Tu sais, on n'est pas tous des belles Canada, n'est-ce pas? On a un nombre de ressources limité. Et quand tu pars dans une croissance, ça devient une job très opérationnel. Tu es très tiré par en bas. Parce qu'il faut que tu livres. Il faut que tu livres. Donc, tu as le nez dans le guidon. Tu prends pas assez le temps de regarder en avant et tu as juste des ressources limitées. Alors, ce qui est super important, c'est cette communication-là doit continuer. Puis comme chef d'entreprise, il faut que tu décolles le nez de la feuille, il faut que tu regardes en avant. Je te dirais, on avait peut-être 18 mois, puis on a défini notre BHAG, on a défini nos valeurs, on a défini après ça nos objectifs intermédiaires, puis on s'est mis un calendrier de chacun des meetings qu'on avait. Fait que, quand on parle de meetings de gestion, on avait un weekly. Après ça, on s'est fait des scrums à chaque jour, 15 minutes, tout le temps. Après ça, on s'est mis des meetings avec tous les employés Orlen à chaque mois. Puis on avait quand même une structure, puis elle est encore là en place aujourd'hui, même si on est rendu à 50 employés, pour permettre d'avoir ces moments de communication-là. Puis le BHAG, on l'a communiqué à chacun de nos... pendant les 3-4 premières années, on l'a communiqué à chacun de nos monthly. Fait que les employés, que ça faisait 2 ans qu'ils étaient là, ça faisait 2 ans qu'ils entendaient à chaque mois c'était quoi notre goal. Fait que ça l'a permis des valeurs et tout ça. Puis ça l'a vraiment permis, je pense, à tout le monde d'assimiler, puis à comprendre, puis à se ranger derrière. Par contre, c'est même un BHAG, tu vas le modifier avec le temps. Chaque année, tu révises tes positions, tout ça. Fait qu'on l'a fait évoluer. Puis on est encore meilleur, je pense, dans notre façon de communiquer à l'interne. Mais à chaque année qu'on a notre meeting de kick-off, on va repasser ça en revue, on va l'expliquer. À chaque trimestre, on en reparle.
Puis maintenant, nos managers, eux aussi, on a des rencontres avec eux pour qu'ils soient capables de communiquer ce message-là across the board. Fait que ça a été essentiel, je pense, dans notre capacité de se structurer puis de faire avancer la business plutôt que d'être juste en mode réactif. Maintenant, on avait une espèce de marche à suivre qui nous permettait de se dire, ben, au moins on progresse, on avance. Enfin, tant qu'à avoir tout le monde autour de la table, souvent pas une mauvaise idée d'en profiter pour former les troupes sur un sujet d'importance particulière. Bref, en matière d'exécution, le diable est dans les détails. Des détails relatifs d'abord et avant tout aux priorités ainsi qu'au nombre limité de priorités que vous devez mettre de l'avant, de telle sorte à les garder saillantes dans l'esprit de vos troupes. Dans l'utilisation des données qui vous permettent de mesurer et d'updater, à savoir si vous atteignez les objectifs ou si vous serez en mesure de les atteindre d'ici la fin de la période, ainsi que dans le contexte de la communication, notamment par voie de réunions et de meetings, de telle sorte que l'équipe continue à garder le cap et exécute la stratégie de telle sorte à vous mener à bon port. C'est tout pour aujourd'hui. Prochaine capsule des gazelles à l'échelle, on parlera de cash! Money!